Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Être payé pour faire souffrir les autres. C'est le quotidien, peut-être, de certains managers, mais c'est aussi le quotidien du coach sportif. Aujourd'hui, je suis avec Louis, qui pratique ce métier depuis plus de 10 ans. Le sport, c'est du bonheur. Le sport, c'est Du bonheur. Viens quand tu cours comme ça. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, respire. Ça, comment ça, de la niaque. Allez, 3, 4, inspire, non, tripage, respire, inspire. allez, bam, allez, bam. Plus droit. Un week-end sur 4, tu verras tes enfants, et ça suffira pour être un bon papa. Marc, c'est n'importe quoi. À ton avis, ils sont où les abdos? Dans ton corps, les abdos sont là. Tu bosses la carotide, ça sert à rien. Redresse-toi. Vous êtes mon petit trio d'attaquants préférés. Vous êtes comme Claude, Mac et Lélé. Louis, tu as 33 ans. Comment es-tu devenu coach sportif? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Comment t'en es venu là? Du coup, parcours, je viens du monde du hockey sur glace à la base. C'était un peu ça le truc. J'étais joueur. Et puis, en fait, j'ai toujours eu un attrait pour la partie préparation physique hors saison. Alors qu'en fait, c'était un truc qui n'était pas... Le pire truc quand on est sportif souvent. Ouais, exactement. C'est que ça, tu vois les collègues et puis les coéquipiers, c'était pas forcément leur truc. Souvent, c'est justement une partie qui est pas hyper fun. T'étais pro en hockey sur glace, ouais, c'était vraiment ton métier à l'époque. Ouais, après pro, c'est relatif parce qu'en France, les exigences étaient pro, mais en France, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le monde du hockey sur glace. C'est très médiatisé, mais et donc pro, semi-pro parce que tu vois dans ma situation à moi, j'étais un joueur qui était on va dire assez lambda, mais finalement aussi un peu. Donc j'avais pas un gros contrat et donc j'avais besoin de bosser un peu à côté aussi pour pouvoir m'organiser financièrement, rentrer dans les clous. Pour autant, les exigences elles sont pro dans le sens où tu t'entraînes tous les jours. Tu as les séances de préparation physique, tu joues tous les week-ends. Quand tu as la Coupe de France, tu joues aussi la semaine le mardi soir, donc mardi, samedi. C'est un championnat qui est national. Moi j'ai joué D1, donc c'est le deuxième échelon national. Je suis originaire d'Amiens, dans le nord de la France, et j'ai fait une saison en Ligue Magnus, qui est la plus grosse ligue, et puis le plus gros niveau national. Puis après, j'ai joué en D1, je fais un peu de D2, puis après D1, quand j'étais à Nantes. Et ça pour dire que à ce moment-là, vivre du hockey, c'était compliqué, alors que les exigences, elles étaient pro. C'est-à-dire que c'est national, dans tous les cas, tu fais des gros déplacements quand tu vas jouer dans les Alpes, quand tu vas jouer à Nice, quand tu vas jouer à Brest, en fonction de là où tu te situes, ça fait des gros déplacements. Tu vois, moi, au moment où je joue à Nantes, il y avait Dunkerque dans le championnat, tu vois, donc La Roche, carrément. La Roche, pareil, tu vois. Donc du coup, tu pars le vendredi soir, tu joues le samedi, tu rentres chez toi le dimanche soir, un dimanche dans la journée, dimanche soir, après ça rembraye, tu te rentraînes le lundi. Donc c'est vrai que la configuration pour avoir un taf à plein temps, c'est pas possible. Mais par contre, en fonction de quand tu t'entraînes et tout, tu peux bricoler un petit peu pour essayer d'avoir un mi-temps, quelques heures à droite à gauche, pour essayer justement d'arrondir un peu les fins de mois, parce que clairement c'était ça la problématique à ce moment-là. C'est le club qui te trouve des boulots quand c'est comme ça souvent? En règle générale, ouais, 95% du temps. Comme dans le monde du foot, enfin comme dans plein de... Exactement. Pour autant maintenant, les règles ont un peu changé, tu vois, la D1 est devenue professionnelle, donc les mecs sont tous pros. Ligue Magnus, c'était déjà le cas, tu vois, quand tu joues en Magnus, moi j'ai fait qu'une saison, et c'était au moment où je sortais du lycée, donc du coup j'ai fait un... Donc t'as fait un bac, toi? Ouais, j'ai fait un bac général, j'ai bac ES, et puis sans vraiment, pas dire que je naviguais à vue, mais j'avais peut-être des attraits un peu pour le commerce à ce moment-là, et au final, plus que ça en fait, mais c'était un peu ça la vague idée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Après le hockey, j'étais vraiment focus hockey, tu vois, quand j'étais au lycée, pour moi j'allais être pro, et il n'y avait pas d'autres possibilités, et puis j'allais voir un peu ce qui allait se passer après. J'avais très très envie de partir à l'étranger, en Amérique du Nord, quand j'étais au lycée. J'ai fait des camps d'entraînement au Canada 2 étés de suite, qui est un peu le pays, le Graal, exactement. Ouais. Pour autant, il y a un peu de tout aussi, tu vois. Donc voilà. Et en fait, finalement, je suis pas resté. J'ai fait 2 camps d'entraînement qui auraient pu me donner des possibilités de rester. Et en fait, à ce moment-là, j'avais la possibilité aussi de peut-être intégrer le groupe pro dans ma ville natale, tu vois, et mon club de cœur. Donc finalement, j'ai préféré rentrer. J'avais eu mon bac. Mais là, du coup, c'était pro à ce moment-là, donc s'entraîner la journée. Donc la journée pour trouver quelque chose, aller à l'école, c'était compliqué. Et en fait, j'ai fait
une année qui a été un peu de transition entre guillemets, qui était pas parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai fait un DUT GEA avec le CNAM, qui était un DUT aménagé dans une filière exactement sportive au niveau. De le faire dans 2 ans, que je faisais en 3 ans sur le papier, et t'allais à l'école que l'après-midi. Il y avait que 3 heures par jour. Et donc je me suis retrouvé dans cette classe-là avec il y avait des judokas, des footeux et d'autres sports encore. Je sais plus, on était une petite promo, il n'y a pas beaucoup de monde. Finalement, je fais ça pendant l'année. C'est bien que ça existe. Ouais, c'était vraiment bien. La configuration était bien. Pour autant, j'étais dans un truc que j'avais pas trop choisi. J'avais fait par défaut, tu vois. Donc commerce est souvent choisi par défaut. Franchement, ouais, je pense. Donc du coup, voilà, je fais ça. Là, les horaires, ça se mettait bien. Et puis après, quand j'ai signé à Nantes, là, je pars en D2 à ce moment-là pour essayer. Pour la chronologie, tu passes ton bac. Ouais, c'est ça. T'es à Amiens, tu fais des petits camps. Donc là, tu passes 1 an en vrai pro, une année de pro. Qui se passe pas très bien en fait finalement. C'est quoi, c'est le temps de jeu carrément. Ouais, sportivement quoi. Ouais, sportivement, c'était super dur. T'étais payé là, t'étais super. Ouais, il y a un peu de bricolage à ce moment-là. J'avais plus le montant, mais c'était 3 fois rien. J'avais un petit peu d'argent, ce que j'avais jamais eu avant. Donc t'es payé au match. T'es payé au Non, même pas. C'était un truc mensuel, mais ça changeait tous les mois en fonction du nombre de matchs qu'on avait fait. Ouais. Donc c'était un peu de bricolage, tu vois, donc un truc déclaré, je signais un papier et tout, tu vois, mais c'était un peu comme des primes, tu vois, sachant que bon, j'avais 18 ans à ce moment-là, j'avais jamais été payé pour jockey. Moi, j'avais déjà c'était fou. Ouais, c'était incroyable. Déjà c'était fou. Incroyable. Donc du coup, pour moi, c'était incroyable. Après, sportivement, c'était super dur. Tu vois, je me suis heurté entre guillemets à un niveau qui était vraiment très très exigeant, difficile pour moi de jouer avec des hommes. Tu vois, j'avais 18 ans. J'ai fait une très grosse saison en fait, ma saison moins de 18. Et puis ce qui m'a basculé m'a ouvert la porte de faire le camp avec les pros l'été. Et puis finalement, je reste avec l'équipe. Mais au final, après, j'ai pas réussi à tenir le rang, tu vois, c'était trop difficile pour moi. Mais en fait, la quête de l'entraînement physique, elle a commencé là, en fait, parce que pour pouvoir prétendre au camp, j'avais eu un entretien avec le coach de l'équipe pro à ce moment-là, avant le camp, quand ma saison U18 se termine, et il m'avait dit, bah écoute, on est intéressé pour te prendre sur le camp, parce que tu vois, l'entraîneur du U18, il avait toujours des mecs qui possiblement pouvaient faire le camp et pouvaient peut-être prétendre à signer pro après. Donc je faisais partie de ces gars-là, mais il m'avait dit, bah écoute, physiquement c'est un peu lèche, tu vois, pour nous, pour pouvoir jouer en senior. Surtout le hockey qui est ultra physique. Ouais. Et donc cet été-là, ça a été une vraie révélation, puisque quand j'étais jeune, j'ai toujours été considéré comme un mec qui était travailleur et pas forcément avec du talent. Et par contre, l'été, tu vois, je me suis préparé comme un fou et j'ai pris du poids vraiment. Je me suis entraîné intelligemment et vraiment, j'étais focus. C'était un truc de fou, tu vois. Je me suis beaucoup étoffé et ça a surpris le coach, tu vois. Et au camp d'entraînement, j'avais eu des perfs sur la muscu qui étaient très honorables et mieux que j'ai encore des poids en tête, sur un test au bench press, sur des squats, sur un test navette, tu vois, où j'étais mieux que certains seniors. Et donc forcément, ça me fait rester dans le groupe. Donc ça a été un peu le début du truc. Et en fait, j'avais un ancien coéquipier qui était parti à Nantes. Et en fait, c'était en D2 Nantes, donc 2 échelons en dessous. C'est vraiment un niveau auquel je m'étais jamais intéressé. Tu vois, pour moi, c'était pas qu'on se va, c'était uniquement je voulais jouer en élite et c'était tout. Et pour autant, on échangeait et puis ça se passait super bien. Une nouvelle dynamique dans le club et ainsi de suite. Donc du coup, le mec me dit, bah France, tu veux te relancer, c'est hyper bien, viens. Le temps de jeu en fait. Ouais, tu vas jouer. Tu vas jouer en senior et tu vas jouer. T'es 2 échelons en dessous, mais par contre, tu joues aussi avec des bonhommes qui sont plus gros que toi et ainsi de suite. Donc tu vas t'aguerrir, quoi. Et donc c'était ça. Donc c'est moi qui les ai contactés en disant, bah je peux être intéressé selon les conditions et tout. Et donc ça se fait comme ça. Mais du coup, même principe, je me rentraîne comme un fou, tu vois, l'été, préparation physique à fond. Ce qui me plaisait beaucoup, tu vois. Moi, j'aimerais vraiment bien ça. Et puis j'avais vraiment adoré l'année d'avant, voir de là où je partais pour réussir à atteindre des objectifs. Et tu vois, ça m'a transcendé vraiment. Grosse mode actuelle. Surtout sur les réseaux et tout, on va en parler. C'est énorme ce sujet. Mais c'était moins le cas à ce moment-là. Je te parle de. Je suis pas un dinosaure, mais c'était ça. C'était 2010, 2011, 2012. Tu vois, c'était ces années-là. C'était le début des salles de sport qui ouvraient un peu. Exactement. En France, il n'y avait pas toutes les oranges bleues, les fitness parks, il n'y avait pas tout ça. Il y avait beaucoup moins de hype là-dessus, quoi. Et puis voilà, après, pour faire assez simple après, parce que j'ai beaucoup parlé du coup de la partie hockey, mais alors que cette époque-là, elle est un peu derrière moi maintenant, ma carrière de joueur c'est terminé. Puis après, du coup, bah, c'est parti. Après, première saison en D1, du coup, c'est à ce moment-là que
que je commençais à réfléchir à ce qui va se À passer, l'après. tu vois, à l'après. Mes premiers mois seulement à Nantes, je fais que jouer au hockey. On s'entraînait le soir et mes journées c'était longues, tu vois, il se passait pas grand chose et j'avais l'impression d'être En décalage, peut-être. en décalage carrément Ouais. par rapport à toute ma vie d'avant où j'avais eu un parcours scolaire très classique. Après j'ai enchaîné bac, DUT. Bon, c'était un peu de bricolage parce que aménagé, mais j'allais à l'école quoi. Et donc du coup de repartir là et d'arriver à 19 ans à Nantes et je faisais rien de la journée, je me suis dit ouais, qu'est-ce qui se passe si j'avais arrêté l'école au collège, tu vois, j'avais l'impression d'être perdu un peu. Et en plus, mon contrat à Nantes, j'avais un peu plus d'argent que je avais à Amiens, mais c'était microscopique, hein, je gagnais moins de 1000 €. Je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Le Donc, sport, du ça coup, fait rêver, mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est le sport de haut niveau. Bah, en C'est- fait, surtout en France, mais c'est général aussi peut-être en Europe, tu vois, quand t'es sorti du foot, du rugby peut-être, et encore, tu vois, à très haut niveau, il y a sûrement que le foot qui te donne des possibilités financières à plusieurs échelons, peut-être, tu Ouais, vois, ouais. du championnat national. Et donc, bah ouais, c'était pas mal de Donc bricolage, à hein. Nantes, tu te spécialises, et là, tu te dis, vas-y, je veux me spécialiser vraiment dans le coaching, être coach en salle. Ouais, c'est ça. Donc là, Être tu vois, coach j'avais de sport. bricolé, j'avais bossé chez un partenaire du club, je travaillais dans un fast-food. J'ai Ouais. fait ça pendant les 2 premières années à Nantes, là. Et là, ça a mûri pendant ce temps-là, en fait. Pendant ces années-là, je me suis dit, bah là, il faut que je trouve un truc qui me plaît vraiment. Et ça m'animait de fou parce que pendant la saison, justement, j'avais les horaires encore aménagés avec le fast-food. Plus, moi, j'allais à la muscu tous les matins, c'était sûr et certain. Ça, c'est une routine Donc que t'allais moi, en j'avais salle, perso, quoi. Ouais, en j'allais en de salle. muscu. Ouais, Donc en salle. t'avais pareil un coach et tout. Déjà, tu t'imprégnais un peu déjà de l'environnement. Bah, du coup, j'étais super intéressé par ça. Et tu vois, moi, je te dis, depuis mon époque où j'avais fait mon évolution pour moi perso, j'avais pas forcément au début l'idée de le transmettre aux gens. Mais moi, je m'intéressais beaucoup à l'entraînement, tu vois. Et moi, c'était non négociable. Je m'entraînais tous les jours aussi, en plus de mon entraînement de hockey avec l'équipe. Les préparations physiques qu'on avait, on n'avait pas de préparateur physique, justement. Donc ça, c'est intéressant que je te parle de ça parce que c'est venu après, tu vois. On n'avait pas de préparateur physique à Nantes à ce moment-là. Et donc, c'est le coach qui nous faisait faire un peu de prépa. Un peu à l'ancienne, tu vois, donc c'était pas passionnant, ça nous permettait de rester un peu en forme, mais tu vois, la plupart des gars faisaient que ça, et moi je me rajoutais la muscu, tu vois, en plus les matins, et donc du coup c'est parti de là en vrai, tu vois. Après ça a commencé à mûrir en me disant, bah ça c'est vraiment un truc que j'adore pour moi, l'évolution que moi j'ai eue, c'était top, et j'ai vraiment trop aimé la quête de partir d'un point pour aller sur un deuxième et voir ta progression pour acheter un objectif. Pour autant, j'ai jamais été un gars, tu vois, il y en a qui le sont, hein, des mecs, ou il y en a qui sont qui ont un peu ça en eux, ils sont un peu des commerciaux, j'appelle un peu ça, tu vois, des commerciaux dans la salle de muscu, tu vois, où ils s'entraînent et puis ils te connaissent pas, naturellement, ils te connaissent pas, s'ils vont te voir faire un mouvement un peu chelou, ils vont aller te voir et te dire, ah, tu devrais te mettre comme ça. Moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois, je vois des trucs, si jamais tu viens pas me chercher, tu m'as rien demandé, je te laisse tranquille, tu vois. Donc, je peux pas te dire que je suis un des mecs qui, je peux pas te dire là aujourd'hui, ouais, j'ai toujours eu ça, je vois un mec, je vais forcément lui parler, le coacher. C'était pas inné, c'était pas en toi dès le début. En fait, moi, ce qui est inné chez moi, c'est la communication et l'être humain, tu vois, échanger sur un sujet. Et j'étais passionné par l'entraînement, donc j'ai mélangé un peu ça, tu vois. Pour autant, je suis pas un mec incisif je vais pas aller te chercher. Je suis pas un commercial, tu vois. Ouais, je vois le délire. Donc tu voilà. te formes. Et donc voilà, BPGEPS, H2F à ce moment-là. Donc à ce moment-là, 2 mentions, Courco et Force sur plateau. Moi, j'avais en tête, moi, le projet était assez simple, hein. Je me suis dit, bah, il n'y a pas de préparateur physique à Nantes. Je passe mon diplôme et puis après, ils me re-signent pour jouer et je leur demande d'être préparateur physique et de démarrer comme ça, en fait. BPJEPS, diplôme d'État. Ouais. Tu t'es inscrit, c'est sur Internet, ça se fait, j'imagine. C'est un truc. École privée. Ah, c'est une école privée. Ouais, puis t'as aussi le CREPS qui dépend de la région. Ouais. Mais après. C'est une alternance. Enfin, en gros, il faut juste trouver un patron, quoi. En fait, c'est ça. Et ça, je vais pas dire que ça va assez vite, mais c'est pas comme dans d'autres boulots où tu peux galérer un peu plus à avoir une alternance. En tout cas, à ce moment-là, c'est une alternance, sauf que il y avait très peu d'élus, voire zéro, qui étaient rémunérés. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu finançais tout, tu faisais ton stage, mais par contre, tu n'étais pas payé pendant le stage. Ouais, ok, je vois. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que tu trouvais facilement un patron, finalement. Donc, il fallait aller à l'école, plus moi, le format, ça dépend des écoles, mais tu vois, le format, c'était 2 jours à l'école, 2 jours à l'entreprise, 100%, et puis 3 jours à l'école sur le reste du temps. Les journées à l'école, du coup, elles étaient conséquentes, mais tu finissais sur des horaires assez classiques, 16h30, 17h. Donc, ce qui me permettait après de pouvoir aller m'entraîner le soir. Les entraînements le soir, ils étaient aux alentours des 20h. Et puis, pareil, dans ma structure, du coup, ma négociation, c'était de dire, bah, je peux être là toute la journée, mais par contre, le soir, il faut que je parte pas trop tard parce que je vais à l'entraînement. Donc, tu fais ton alternance. Ouais. Mon projet, c'était que derrière, une fois que j'ai mon diplôme,
Ok, je Je comprends. bascule avec le hockey sur glace. Moi, je Ouais. voulais être préparateur physique, c'est ça le truc. Par rapport au diplôme, tu vois, BPGF, SAG2F, activité hygiénique de la force et de la forme, 2 mentions, cours co et force sur plateau. Et moi, comme je voulais faire de la préparation physique, au début, je me dis, je m'inscris avec une mention, ça va être la force, musculation, haltérophilie, musculation. Et en même temps, après, je commence à me dire, mais aussi, j'entraîne un groupe, tu vois. Est-ce qu'au niveau de la législation, je suis OK? Est-ce que c'est pas assimilé avec un cours collectif? Tu vois, je veux pas faire juste du coaching. Moi, je voulais être préparateur physique pour des équipes, pour des gens perso aussi, mais je savais pas trop, tu vois. Je voulais pas me faire n'importe. Puis en fait, en discutant forcément avec l'école, bon, ça les intéresse, c'est plus que financièrement, tu payes plus quand tu fais les 2 mentions aussi. Donc, je pense que ça les intéressait aussi. Mais c'était plutôt bienveillant aussi, tu vois. Ils m'ont dit, tu peux faire les 2, tu vois. Ils n'étaient pas fermés au fait que je fasse qu'une mention. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Mais les gens qui font une seule mention, c'est devenu assez classique. Moi, à mon époque, j'étais un peu un extraterrestre, ça demandait de faire une seule mention au départ. Ouais. Et du coup, il m'avait dit, tu vas te fermer un peu de porte. Si jamais ou un jour, tu n'as pas de taf, si tu as le cours co, tu pourras quand même avoir des billes pour aller donner des cours co aussi à droite à gauche. Ça peut aussi être comme ça. Tu vois, moi, quand je disais que je voulais préparateur physique, on me disait, tu n'auras pas de boulot, tu vois. À ce moment-là, 2010, c'était le fitness, c'était des cours collectifs principalement, et tu surveillais un peu des plateaux, mais tu faisais pas d'argent. Donc quand tu dis surveiller un plateau, c'est t'as toutes les machines dans la salle. Exactement. Et les adhérents du truc. Exactement. Voilà. Exactement. Tu surveilles le truc principalement, tu donnes quelques conseils. Il y a des salles qui sont plus ou moins développées par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des grosses chaînes où le mec qui est sur le plateau, il est juste là pour t'expliquer comment elle fonctionne, mais pas forcément pour coacher. Il y a des salles un peu plus intimistes où, à l'inverse, c'est un mec qui est formé et qui va justement te conseiller, peut-être te donner un programme, c'est dans son contrat aussi, tu vois. Moi, à ce moment-là, tu vois, c'était le cas. Il fallait s'occuper un peu du plateau et puis conseiller les gens aussi. Et voilà, donc tu connais bien ce monde-là des salles de sport? Je l'ai moins maintenant, mais après, ça reste mon boulot quand même, donc oui, quand même. Tu peux être amené à aller dans des salles de sport? Moi, je pourrais, là, j'ai la possibilité, mais... Parce que ça m'intéresse, les coachs qu'on voit dans des salles de sport, parce que... j'ai pas de stats là-dessus, mais le nombre de personnes qui sont inscrites dans des salles de muscu qui n'y vont pas. Ouais. Business du sport, 21e siècle, c'est qu'on n'aille pas dans la salle. Exactement. C'est que tu payes ton abonnement pour pas y aller. Exactement. Les coachs sportifs, ce qui est un de tes métiers finalement, c'est une de tes cartes. Ouais. C'est des gens qui sont salariés de la salle, ou alors ils sont à leur compte et ils facturent à chaque fois le temps passé, parce que c'est un métier, j'ai l'impression qu'ils ont 1000 casquettes, les mecs. Ouais, comme ils peuvent être commercial, parce que pour expliquer l'adhésion, les services de la salle, etc. Femme de ménage, honnêtement, il y a autant de configurations qu'il y a de salles. Tu as toutes les configurations possibles. Pour autant, là, je suis un peu sorti de ce milieu-là, donc je pourrais pas forcément te redire. Moi, je peux par contre te dire ce qui était en place au moment où je bossais dedans. Moi, du coup, je fais mon alternance dans une salle de fitness très classique, mais une grosse salle quand même à Nantes, assez réputée, tu vois, qui était historique. Et donc, la configuration des gens qui travaillaient là-bas étaient salariés, 100% salariés, donc CDI classique. Et dans leur contrat, tu dois donner à ce moment-là, tu dois donner les cours. Tu as quelques heures sur plateau, mais le gros de ton travail, c'est les cours collectifs. C'était surtout ça à ce moment-là. Les cours avec le step, le pilate, le machin. Mais aussi que tu donnes, et ça m'a aussi, ça a été hyper formateur pour moi. Ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, mais moi je trouvais ça intéressant. La partie justement où tu accueilles les gens et tu leur montres la salle, tu vois. Tu leur montres la salle, t'expliques comment fonctionne le plateau. C'est là où tu poses aussi les bases du truc, les règles de la salle, comment ça fonctionne. Ouais. Donc c'était quand même une grosse salle, donc tu avais un pôle commercial, accueil commercial. Les commerciaux s'occupaient des abonnements, toi tu t'en occupais pas en tant que coach. C'était vraiment une grosse salle du coup. C'était une grosse structure qui n'existe plus trop maintenant, parce qu'il n'y avait pas ces chaînes là, tu vois, qu'on a maintenant, qui sont justement avec un seul mec qui lui a rien à voir avec le coaching et qui est juste là pour tenir la salle, qui te fait ton abonnement et tout, et en fait il n'y a pas de surveillance dans la salle. Ça existait très peu, ça existait quasiment pas. À un moment, en 2010, il y avait quasiment rien à ce moment-là, et c'était que des salles plus intimistes comme ça, à petite ou grosse échelle, mais où c'était justement le mec, il faisait tout, quoi. Un peu tout. Et là, du coup, il y avait un gros pôle, je te dis, accueil puis commercial. Donc, eux s'occupaient de la partie abonnement et puis vente, entre guillemets. Et toi, par contre, une fois que les gens étaient inscrits, c'est toi qui démarrais avec eux. Donc, c'était parti faire une visite de la salle. Tu vois, il y avait un process qui était très cadré. Ça m'allait bien. Moi, je suis assez comme ça aussi, tu vois, pour réguler un peu mes idées aussi, ça me va bien. Et ça m'a beaucoup formé aussi, tu vois. On avait un petit bouquin à prendre avec pour pas se planter, une petite trame. Ouais. Donc, en fait, ça pouvait paraître un peu, et ça peut encore paraître, on en reparle. J'ai encore quelques anciens collègues avec qui on se recroise des fois, puis on en discute, on rigole, tu vois, en disant c'était vraiment comment dire, le commerce à l'ancienne, un peu l'usine du truc, tu vois. Pour autant t'oubliais rien, et il y avait quand même un cadre et tout le monde avait le même discours aussi, tu vois. Donc après libre à chacun de
de le formuler comme il avait un envie. vrai boulot, je suis choqué, c'est un vrai boulot de commercial. Je pensais pas que c'était 100%, autant. Ouais, je pensais pas que c'était autant. Le mec, il t'accueille, il sait ce qu'il va dire, quoi. Il y avait un vrai process, tu vois. Tu avais des machines où on vendait quelques compléments alimentaires. Il fallait que tu passes, que la machine était placée à un endroit à côté de la piscine. Il fallait que tu parles de la piscine et que tu parles un petit peu des compléments. Puis après, tu montais pour aller expliquer le plateau, comment il fonctionnait, les deux espaces. Je me rappelle encore super bien parce que ça a été difficile un peu pour moi au début. Et j'ai beaucoup appris ce truc-là. Pas par cœur, je suis très mauvais en par cœur, mais tu vois le fonctionnement du truc. Et puis essayer de me perfectionner un peu à chaque personne que j'accueillais, tu vois, pour essayer de le mettre dans la bonne ambiance truc. Moi, j'étais passionné à ce moment-là justement par la salle. J'adorais, tu vois. Et j'essaie de transmettre un peu ce que moi je pouvais ressentir en disant que t'as signé dans un endroit qui est hyper cool, tu vois. Ça va être vraiment bien pour toi, tu vois. C'est une bonne ambiance. On va t'accompagner, tu vois, début à la fin. Et je voulais vraiment que ça, les gens, ils le sentent en arrivant. Donc, je parlais beaucoup de mon expérience, puis de comment ça fonctionnait, tu vois, pour pas que les gens ils soient perdus, tu vois. Je trouve que le premier contact, il est hyper important dans tous les cas. Donc un métier vraiment de contact humain. Exactement. Faut pas avoir peur des gens pour faire ce métier. Impossible. Alors toi, aujourd'hui, tu es préparateur physique. C'est peut-être le grand... aujourd'hui, je pense, tu vois, peut-être la problématique avec ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, beaucoup de coaching à distance, qui est aussi le gros de mon boulot aujourd'hui aussi. Ouais. C'est beaucoup développé, je pense, depuis le Covid, un peu forcément. classique. Hein. Mais il y en a qui font que ça aujourd'hui. Et quand tu les vois en vrai, tu te dis, waouh. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas la même personne. Finalement, c'est quelqu'un. Ils sont timides, ils sont j'ai quelques exemples en tête, tu vois, et des gens très très dynamiques et des réseaux sociaux super développés et ainsi de suite. Puis en fait, au final, quand tu vois la personne en vrai, tu déchantes un peu, tu vois. Et pour autant, pour moi, ce métier, c'est un vrai métier de contact à la base. C'est l'accompagnement, tu vois, c'est. Oui, c'est un peu une des questions que j'avais, c'est-à-dire que le coach sportif, il y a la question légitimité. Toi, tu avais une légitimité, tu as été sportif professionnel, donc tu as une légitimité. Est-ce qu'il faut être bon en sport pour être coach sportif? Parce que tu peux être un très bon communicant. Enfin, le but, c'est de faire progresser l'autre. Donc, bien sûr. Tu peux... Après, il faut montrer les gestes et tout, parce qu'après, on va parler du crossfit et tout, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il faut être bon, à ton avis, pour être légitime, ou alors pas du tout? Mais bon, c'est sûr que si tu vois le mec avec ça, c'est une question que je me suis posée principalement quand j'ai basculé dans le milieu du crossfit, mais là on fait un bond en avant, on a beaucoup de choses à dire. Honnêtement, c'est une vraie question, c'est une vraie question, ça, parce que moi je me suis beaucoup posé la question sous-jacente, c'est les jeunes qui pourraient écouter ça, ou la personne qui veut se reconvertir pour faire ce métier parce qu'elle aime faire du sport, ou elle n'aime pas forcément faire du sport, mais elle se dit moi je serais bon pour donner des conseils et pour pousser les gens, etc. Est-ce que du coup il faut être bon, tu vois? Moi je pense qu'il y a ça va dépendre aussi de entre guillemets la clientèle que tu vas avoir, à qui tu vas t'adresser. Pour autant, pour moi, je fais partie quand même d'une école où il y a un minimum, tu vois, à avoir. C'est pas parce que il y a les deux côtés, hein, tu vois, pour vraiment, je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais tu peux être un super athlète dans ta discipline. C'est pas pour ça que ça va faire de toi un très bon coach. Ouais. Inversement, tu peux être un très bon coach et être Non, en fait, non, je reviens dans le sens, je pense que tu peux pas être très très bon coach si t'es pas pratiquant ou t'as pas pratiqué et t'as pas... pour autant, je dis ça, et moi, je prépare des gens qui sont de disciplines que j'ai pas pratiquées. Ouais. Mais ma pratique du sport en général fait que il y a des sensations qui sont communes, c'est-à-dire que l'intensité, un souffle un peu court, une sensation de congestion dans des muscles qui est difficile, être capable de le comprendre, de savoir comment récupérer de ça, comment réagir à ça, ces espèces d'agressions un peu que tu vas avoir pendant l'entraînement, c'est ça qui se passe. Ça, il faut l'avoir vécu, je pense, et il faut être capable de pouvoir... En fait, finalement, ce que tu vas transmettre, c'est bien plus ça que comment tu vas construire l'entraînement. Pour moi, je pense. Ce que tu vas transmettre, c'est plutôt les sensations et comment vivre les choses plutôt que l'entraînement en tant que tel. Donc, bien sûr, il faut que tu fasses des entraînements cohérents, mais ceux qui vont peut-être écouter et qui seraient peut-être amenés à vouloir faire une reconversion ou peut-être se pencher sur le métier, je pense que si tu n'as pas une base de pratiquant, ça me paraît compliqué d'aller enseigner quelque chose que tu maîtrises pas toi-même. Tu vois, je vois même pas comment c'est possible. En vrai, je sais que certains le sont. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir un niveau d'extraterrestre. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est que techniquement, tu dois, pour moi, être irréprochable.
parce que si tu veux l'enseigner, en tout cas quand tu vas le démontrer, franchement le sujet est trop large, non, trop de trucs à raconter à propos de ça, souci, tu vois. Pas. Un mouvement que tu vas démontrer, il faut que ce soit pour moi le plus propre possible. Si tu dois le démontrer, il faut que tu saches de quoi tu parles, ou alors que tu trouves les meilleures combines possibles. Pour Ou autant, le bon vocabulaire, quoi. Exactement, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça aussi, le bon vocabulaire, amener de la meilleure façon à la personne. C'est pas évident à expliquer, hein, tu vois ce que je suis en train de ressentir par rapport à ça, mais je comprends totalement. faut que tu sois imprégné par la progression et l'accompagnement, quoi. C'est ça en fait, c'est ton truc, ça doit être ça. Tu dois, et pour moi ça passe par, tu dois te former en permanence techniquement, mais je pense que physiquement tu dois avoir un minimum de pratique aussi, pour pouvoir avoir les ressentis, quoi. Pour résumer, pour faire ce métier, diplôme, pas forcément nécessaire, soit une légitimité peut-être d'ancien sportif, éventuellement. T'as coaché des athlètes de haut niveau. Ouais. Il fallait bien bien démarrer. commencer, voilà, Exactement. avec quelqu'un. C'est pour ça que je te dis, et j'ai commencé par ça en te disant, faut aussi que tu t'intéresses à qu'est-ce qui te fait vibrer chez cette personne qui va être amenée à te coacher. Parce que peut-être que c'est son premier taf, mais si tu sens que, je pense que même sans expérience, si lui, sa quête, c'est de te transmettre un truc et de te faire progresser, ça va marcher dans tous les cas. C'est ça la question. Pas forcément besoin de diplôme, ça peut être une question de passion. Un peu de légitimité, de pratique. Les diplômes, ça engage quand même une certaine sécurité par rapport à la formation au tronc commun. Et pour autant, il y a des gens qui sont... tu vois, en France, on est un peu les seuls, tu vois, pour pouvoir coacher dans le milieu du sport, en tout cas de l'entraînement sportif, à être obligé d'avoir un diplôme. Plein d'autres pays où tu n'as pas besoin de diplôme, tu peux être boucher charcutier la journée, avoir rien passé de plus, et ton expérience fait que tu peux être auto-entrepreneur, ou en tout cas à ton compte, pour donner des cours de sport le soir, tu vois. Alors, question justement, pour être coach sportif, alors voire préparateur physique, qui est une prolongation du métier. Exactement, c'est bien dit, c'est une promotion. Il y a même pas de, il y a des DU qui sont des spécialités, mais pour autant, il n'y a pas de diplôme réellement de préparation physique. Tu peux être salarié donc en salle de sport. Ouais. À faire attention parce que tu peux avoir des salles de sport où tu vas juste être impliqué sur le bureau à l'accueil et tu vas juste faire du commerce finalement, vendre des abonnements. Tu vas pas forcément être sur le plateau comme tu dis, où les gens ils font leurs mouvements, etc. Tu peux faire, j'ai vu plusieurs fois et ça m'avait surpris, c'est un peu le côté moins vu du métier où tu fais du ménage en fait. Ah ben 100%. Ça par contre, pas du tout surpris, mais ça fait partie du jeu. T'as pas le choix. Enfin, si t'as pas le choix, ça dépend en fait. Si tu as ta propre salle, c'est sûr que tu vas le faire. Certain. Ça d'ailleurs, certains se posent la question. Si jamais tu veux ouvrir une structure, c'est une certitude que tu vas faire du ménage. C'est une certitude de l'administratif, du commerce, sûr. de l'administratif. Bien sûr. Le temps où tu coaches, où t'es derrière quelqu'un, c'est peut-être que 20% ou 30%, j'en sais rien. Non, je veux pas dire c'est minime, mais ça fait c'est ton boulot à la base. Par contre, il faut en être conscient. Ça, c'est une certitude. La partie administrative, elle est très importante. Ta partie commerciale aussi, si tu veux. Enfin, ça dépend si tu es indépendant ou si tu es salarié d'une structure. Si tu es salarié d'une structure, tes problématiques, les trucs qui vont t'embêter un peu, ça va être ça. La partie plafonnement du salaire aussi. Ménage, ça. Ouais, non, bien sûr. Mais les coachs sportifs en salle, t'en connais quelques-uns. Tu sais à peu près combien gagne je sais pas ce qu'a été l'évolution. J'en connais encore pas mal. Mais à aujourd'hui, à mon époque où j'étais en formation, où là, je les côtoyais sans. De mémoire, c'était faible. De mémoire, exactement, c'était métier passion, SMIC ou pas loin, quoi. Exactement, c'était très peu, quelques euros de plus que le SMIC, quoi. À peu de choses près. Toi, t'es à ton compte. Oui. Donc, t'as passé les diplômes, etc. T'as fait du coaching en salle. Avec en tête d'être préparateur physique. Donc, c'était ça un peu le truc. C'est que moi, je passe mon diplôme 2014. Je suis en alternance dans la salle de sport parce qu'on me dit, tu peux pas t'enfermer à aller faire ton stage en préparation physique parce qu'il faut que tu touches à tout. Et pour qu'on te valide ton diplôme, il faudra que tu aies fait des cours co et du coaching sur un plateau, de la muscu et de l'haltérophilie sur un plateau de musculation. Donc du coup, prépa physique, il n'y a pas tout ça, tu vois. Donc du coup, je passe mon alternance dans une salle de fitness traditionnelle, mais en me disant je vais pas y faire ma vie. Pour autant, j'ai adoré ça à ce moment-là quand j'y étais. Je connaissais pas tant que ça et j'ai adoré. Et ça a été ultra formateur, je te dis, pour les process, pour le fait d'être capable de réagir vite, être capable d'être un peu partout, tu vois, faire un cours court, descendre en plateau, être capable de monter dans les tours, parce que toi aussi, quand tu fais un cours court, tu es en train de l'enseigner, mais tu bouges aussi. C'est différent, tu vois, quand tu es préparateur physique ou tu coaches seulement. Et être capable de redescendre et puis de repartir, de changer de t-shirt et de faire autre chose dans la foulée, d'avoir beaucoup de monde qui te pose plein de questions sur des problématiques différentes, sur un temps super court, parce que l'eau de la douche, elle est un peu chaude et en même temps, on te demande comment avoir un plus gros biceps et tu vois, mais c'est ça qu'on veut savoir, c'est ça la réalité du métier de coach en salle. La réalité, coach en salle, c'est 100% ça. Et ça, c'était hyper formateur. Donc tu vois, s'il y a aujourd'hui, tu as plus de possibilités pour passer tes diplômes, ou pas, on en parlait rapidement, diplôme ou pas. Aujourd'hui, tu fais que du coaching et tu arrives où tu fais que du en ligne, entre guillemets.
direct et c'est ton objectif et tu fais direct ça, tu spécialises, tu fais du coaching en ligne, toutes ces problématiques-là, tu les as pas, t'es aseptisé un peu, tu vois, il te manque des trucs, c'est sûr. Il faut un peu avoir travaillé dans le dur, entre guillemets, pour Après, avoir je fais partie de cette école-là et... Je vois ce que tu veux dire. La science infuse. C'est pas ça, mais tu vois, est-ce que j'ai la bonne réponse? J'en sais rien, mais pour moi, en tout cas, moi, ça a été formateur pour moi. Ça fait partie de mon processus et pour rien au monde, je changerais ça. Ça a été des moments très difficiles. Il y a des moments où je suis rentré chez moi où je me suis dit, waouh, je sais pas ce que je fais là. Et pour autant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me facilite la vie aujourd'hui pour pas mal de trucs, tu vois. Finalement, je finis mon diplôme, tchac, ça se termine avec la salle de fitness. Je voulais rester dans le hockey. Tout se passe comme c'était prévu. Et du coup, le club de Nantes m'engage en tant que préparateur physique. Donc, c'est eux qui me donnent ma première chance réelle, tu vois. Et là, c'était cool, mais il y a d'autres problématiques qui arrivent. Pas beaucoup de matériel à disposition. J'entraîne toutes les catégories du club. Donc des plus jeunes jusqu'à l'équipe pro, qui s'entraînent tout le soir. Oui, le préparateur physique, il est là. Contrairement au coach, le coach en salle, on va dire qu'il peut travailler quand même une journée entière, même si ça peut aller tard le soir. Mais le préparateur physique, où là c'est sauf des sportifs de haut niveau, ou qui sont peut-être plus disponibles la journée, sinon c'est vraiment tard le soir. Les emplois du temps sont hyper différents. Préparateur physique, tu vas être à dispo quand les gens sont sportifs le sont. Donc ça peut ressembler à une salle de fitness un peu, mais pour une salle de fitness, tu vas avoir tous les types de profils entre guillemets. Donc des gens qui travaillent plutôt en horaire décalé, donc tu vas avoir quand même les gens le matin, tu as les gens le midi qui viennent sur leur pause du midi. Quand même des grosses affluences le soir, mais il y a un peu de tout. Alors qu'en préparation physique, c'est souvent, tu vois, quand par exemple dans mon cas, j'ai commencé en entraînant des jeunes aussi, les jeunes c'est toujours le soir, tu vois, les soirs, les mercredis, les samedis, tu vois. Donc forcément, tu y es un peu tout le temps, c'est un peu HC particulier quoi. Donc pour mêler ton entraînement, c'était difficile parce que j'étais et joueur et préparateur physique, donc pour mêler et mon entraînement, moi l'aspect prépa physique, je l'arrêtais pas pour moi. C'était particulier, c'était speed. Donc je l'ai toujours été. Mais c'est important de savoir que c'est un métier très contraignant en termes d'horaire. Ah, ça c'est une certitude. Ça c'est 100%. Par rapport à ce que tu gagnes financièrement au début en tout cas. T'as pas du rêve. Non, c'est un métier de passion, c'est une certitude. C'est un peu dommage que les métiers passion soient cantonnés à tu gagnes pas beaucoup ta vie. Là, on peut faire un autre podcast avec un autre sujet. On est plus sur il faudra que tu l'appelles la philosophie, mais c'est vrai. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Hein. Pour moi, c'est pas forcément normal d'avoir un métier qui est sur le papier. Les métiers passion, c'est pas ceux qui vont être les plus rémunérateurs. C'est une certitude. C'est pas forcément normal. Beaucoup de contraintes. Contraintes horaires. Contraintes physiques. J'avais parlé avec un coach qui me disait la durée de vie d'un coach sportif. Alors c'était peut-être CrossFit, c'est peut-être vu que c'est plus intense, c'est peut-être différent, mais il me disait en gros c'est 5 ans. Exactement. C'est ce qu'on te dit quand tu es en formation. Alors est-ce que ça a changé? C'est ça, c'est 5 ans. Tu vois, parce que ça a évolué. Moi, c'est ce qu'on me disait en formation, c'est toujours ce que j'ai retenu, c'est 5 ans. Pourtant, ça fait 10 ans. Ça fait 11 ans là. 11 ans même. Mais cet été, ça faisait 11 ans. Mais du coup, je pense qu'on parle des coachs il y a plusieurs facteurs. Je pense coach de fitness où tu donnes les cours en même temps. Donc tu vas faire 3-4 cours quand toi tu es adhérent lambda, tu vas faire sur une estrade, toi tu vas suivre un cours, un cours de step, un cours de fitness, un cours avec une barre, tu le fais une fois dans ta journée, tu te dis c'était dur. Lui va le faire 4-5 fois dans la journée et en plus il faut qu'il parle en même temps, il faut qu'il enseigne, les chorés il doit les apprendre. Donc le 5 ans je pense qu'il est pour lui. Je pense qu'on peut peut-être le pousser un peu plus pour les curseurs, pour les autres disciplines peut-être, pour autre que tu vas enseigner. C'était rincé je pense le soir quand c'est très important et moi j'en suis super fier, tu vois, de le dire. Que ça fait 11 ans et que je suis pas prêt d'arrêter du tout. C'est différent parce que tu t'organises différemment, mais par contre les contraintes je pense quand même qu'on peut pousser un peu le curseur dans les autres types de coaching entre guillemets, mais ce qui va te faire arrêter c'est ça, c'est la partie quand tu es à ton compte, être capable de jongler avec beaucoup d'administratifs, de commercial aussi, parce que si tu bosses pas sur ton commercial, personne ne te connaît, tu peux être excellent dans ton domaine, si on le sait pas, personne ne va venir te voir en fait, donc il faut que tu puisses te vendre un petit peu, et au début t'as pas l'oseille pour payer quelqu'un pour te faire ta pub, donc c'est à toi de le faire, en tout cas quand t'es indépendant. Donc voilà, aller chercher des gens à droite à gauche, c'est du bouche à oreille, bien faire ton boulot, parce que le corps de ton métier c'est de bien faire ton boulot, donc du coup il faut que tu fasses de la qualité quand t'es avec les gens, pour que ça puisse se savoir, il faut que tu transmettes ta passion, tu vois, et c'est énergivore parce que quand t'es avec quelqu'un il faut que tu transmettes, donc quand tu transmets ça prend ton énergie, il faut que tu la donnes ton énergie à la personne qui est avec toi. Ce que tu veux dire. Donc t'es fatigué après avoir coaché, même quand tu vas pas bouger avec la personne, si tu fais bien ton boulot t'es fatigué après, parce que t'as donné ton énergie à la personne, tu vois.
comme un praticien, tu vois, en santé. T'es médecin, t'es ostéo, tu vas manipuler, mais t'as aussi la partie où t'es concentré, focus avec la personne, tu vois. Faut que tu comprennes ses problématiques, faut que tu trouves une solution, tu vois, à ses problématiques. Moi, c'est pareil, il faut que je trouve des solutions pour faire progresser la personne. Puis si elle me pose une question par rapport à une problématique X ou Y physique, faut que je trouve une solution. Donc du coup, ça te fait réfléchir aussi, tu vois, faut réagir rapidement. Et puis les contraintes horaires, c'est une certitude. Les gens vont t'engager pour faire un cours quand eux ils sont dispo, et ils sont dispo, c'est des horaires classiques. Tout le monde est dispo le soir. Tout le monde c'est est dispo, 18h, on va dire quoi. Ouais. Exactement, ou très tôt le matin. 18-21h qui est le gros truc. Le midi aussi. C'est ça. Donc après, oui, il faut jongler parce qu'il y a ceux, je te dis, qui vont bosser que le matin ou qui vont démarrer tôt, s'arrêter vers les 13-14h. Il y a l'inverse, ceux qui vont pas bosser le matin, qui vont démarrer à 13 pour finir à 21. Tu peux les avoir le matin, tu peux les avoir l'après-midi. Mais le gros, si on fait une moyenne, les gens ils vont être dispo tout le midi ou le soir, quoi. Donc du coup, sur des moments où toi tu voudrais être avec ta famille, quoi. C'est exactement ce que je voulais, là où je voulais en venir. Ouais. La journée type d'un coach sportif ou d'un préparateur physique. Ça va être quoi? Ça va être une journée. Tu veux savoir la mienne? Ouais, la tienne et celle d'un coach en salle, par exemple. Tu vas peut-être perdre des comment dire, des abonnés. Des vocations. On va peut-être perdre des vocations, mais ça dépend. Ma problématique, c'est d'être sûrement trop passionné. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de barrière par rapport à ça, tu vois. Si j'ai une demande et qu'elle m'intéresse, je suis prêt à faire beaucoup pour la personne, tu vois. Et donc, surtout, c'est un travail comment dire, en collaboration de mon côté, du sien. À partir du moment où la personne me fait confiance pour me donner sa santé en main, je suis prêt aussi à beaucoup, tu vois, par rapport à mes horaires. Moi, je fais beaucoup de routes, tu vois, je suis un peu à droite, à gauche, je bosse dans plusieurs endroits différents, je me déplace pour aller coacher les gens beaucoup. J'ai une salle aussi chez moi. Toi, tu fais du vrai, c'est préparateur physique, mais voire coach perso. Ouais, je fais beaucoup ça aussi. Et ça, c'est... J'ai beaucoup à la mode casquettes. Aussi en ce moment. C'est beaucoup à la mode et c'est beaucoup à la mode, ouais, clairement. Alors pourquoi c'est à la mode? Moi, je pense que les gens voient que c'est quelque chose peut-être de très rémunérateur. Tu penses que les gens disent ça? Dans l'esprit des gens. Ok. Parce que je fais du personnalisé, donc j'ai une clientèle un peu haut de gamme qui peut se permettre de se payer. Par exemple, toi, donc aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur, tu passes en société, tu viens de me dire. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que tu as dû passer un certain seuil de chiffre d'affaires, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, tu vas être plus taxé, mais ça va falloir... voilà. C'est une mauvaise nouvelle. Combien tu factures une heure de sport? Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent, et encore plus pour les cours à distance. En fait, tu vas avoir plusieurs tarifs en fonction de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as un tarif si tu te déplaces, tu as un tarif si c'est la personne qui vient à toi déjà. Moi, j'ai des tarifs en fonction si la personne va, comment dire, booker juste une séance comme ça et me dire, bah, ok, j'ai besoin de débloquer un truc, je vais te voir une fois et puis après... pas forcément. Ça arrivait assez récemment avec une dame qui était lyonnaise, tu vois, et on s'est vu à la boxe de La Roche, elle fait un peu de crossfit, elle vous débloquer un truc et bosser sur un truc en particulier. Donc c'était 1 heure. On n'avait pas forcément booké d'autres séances derrière. Le but, c'était pas forcément faire de la magie et de débloquer, mais d'apporter des clés et d'être seul avec moi pour pouvoir en parler et prendre le temps seul. Il faut savoir qu'une séance, tu vois, si je parle de mon cas à moi, quand je dis une séance, c'est que c'est pas forcément 1 heure. Des fois, si j'ai réussi à avoir ce que j'ai fait avoir avec la personne en 30 minutes, ça peut durer que 30 minutes. Si jamais c'est 1h15, c'est 1h15. Si on a pris beaucoup de temps, ça peut être 2 heures. Donc du coup, forcément, le tarif, il est en conséquence. Donc là, j'ai un tarif pour 1 heure, une séance, un tarif si on s'engage sur la durée un petit peu, forcément, qui est moindre, forcément. Pour autant, c'est sûr que les gens peuvent se dire que ça peut être rémunérateur parce que quand tu annonces tes tarifs, on te dit ouais, c'est quand même élevé. Donc tu te dis, bah, la personne, elle voit 10 personnes dans la journée, elle prend un SMIC par jour. Mais en fait, tu vois jamais 10 personnes dans la journée. Il y a le fait que ça peut s'étaler, l'engagement il peut s'étaler. Il y a le fait que tout le monde ne te paye pas de la même façon, aux mêmes récurrences. Tu vois, il y en a qui vont te prendre des séances sur 1 mois, ils vont être super réguliers. Après, on ne te voit plus pendant 6 mois. Des vraies problématiques de chef d'entreprise. Hein. Ouais, exactement. Comment je me fais payer mes clients, comment je me fais connaître. Est-ce qu'on échelonne les paiements parce que tu commences à positionner ton tarif et tu te dis que tout le monde ne peut pas forcément sortir par exemple 700-800 euros d'un coup et donc ils vont te dire est-ce que je peux te payer en plusieurs fois, c'est à toi de décider si tu l'acceptes ou pas, tu vois, est-ce que oui ou non, mais il faut être conscient que si tu l'acceptes, si t'as personne derrière, peut-être que ton 800 euros tu vas l'avoir en 6 fois. Si, tu vas sûrement le voir. Il faut que tu fais confiance aux gens, tu fais signer aussi un truc, tu vois, mais peut-être tu vas l'avoir en 6 fois si t'as pas bid 4, tu vois, et donc en fait finalement financièrement, si t'as que 2-3 personnes, quelqu'un tu vas dire bah ouais, j'ai payé tant pour aller voir tel coach sportif, et les autres ils vont dire ouais, c'est élevé, il doit s'en mettre plein les poches, mais en fait s'il a que 3 personnes, t'en sais rien, tu vois, et en même temps si tu veux prendre beaucoup de personnes pour te faire de l'argent, mais que, enfin déjà il faut
vouloir prendre des personnes, c'est bien. Que les gens viennent te voir, c'est différent, et signer avec toi, c'est différent. Et puis ensuite, derrière, après, il faut que tu gardes de la qualité. Donc, si jamais tu n'as plus le temps pour focaliser sur la problématique de la personne, tu vois, parce que tu as 18 personnes en tête et que tu sais pas comment donner de la tête, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation. Quand tu arrives dans ces problématiques-là avec du monde, ce qui sont à aujourd'hui mes problématiques, tu vois, moi, j'en suis très content, mais tu as toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête en te disant, bah, ce mois-là, ça va super bien, j'ai un peu de monde. Le mois prochain, si j'en ai 3-4 qui décident d'arrêter, j'ai plus le même train de vie. Donc du coup, forcément, tous les mois... Rémunération en dents de scie, en fonction... ou alors, ou pas en dents de scie. C'est à toi de faire en sorte que ça le soit pas. Donc il faut que tu aies du monde un petit peu tout le temps, mais que tu gardes de la qualité. Ton objectif, c'est de faire progresser les gens et de faire bien ton boulot. Donc faut pas que tu te perdes, tu vois, en disant je veux du monde. Et puis des fois, tu veux du monde et il y a personne qui rentre. Tu sais pas trop pourquoi, tu vois. Ça dépend. Mais c'est un peu comme tout, tu vois. Tous les corps de métier, ça a le même principe. Tu vois, tu peux être boulanger et avoir de la queue à ta porte pendant 6 mois, et puis finalement il y en a un autre qui s'installait en ouais, face. ou il y a d'autres, il y a des trucs, tu vois, tu vas entendre une émission télé où on va dire la baguette de pain, c'est vraiment absolument pas ce qu'il faut manger, et c'est une grosse bêtise de continuer à en consommer. Bah, tu vas peut-être avoir un peu de monde. Ça peut être pareil avec le sport, il suffit que les gens ils entendent un truc, ou ils voient un truc, ou tu vois, c'est pour ça, c'est une relation de confiance avec les gens, c'est beaucoup de bouche à oreille. Pour autant, ce qui se fait, il y a plusieurs métiers. Ta particularité, ouais. Toi, tu as chez toi du matos, ouais, tu as une petite salle organisée chez toi. Particularité. Ouais. Je suis un peu partout, il y en a qui vont dire t'es partout et t'es nulle part. Non, je suis pas d'accord avec ça, en tout cas pas dans mon cas du tout. Certains vont décider de se spécialiser dans le sens où ils vont dire je vais faire que du coaching à domicile chez les gens. Ouais. Certains ils vont se dire bah, moi je suis dans une salle, je suis salarié de la salle, ou auto-entrepreneur, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Je vais être dans une salle. Qui travaillent dans une salle mais qui sont quand même auto-entrepreneurs. Ouais, ça arrive beaucoup ça. Tu peux avoir des horaires qui sont variables un peu. Donc on reste dans les clous. Pour autant, t'as pas forcément de contrat avec la salle. C'est une sécurité aussi, en se disant bah c'est un peu comme un taf de salarié, tu vois. Le salariat déguisé, je ne sais pas, mais parce qu'il y a des contraintes, tu vois, des cahiers des charges là-dessus. Mais c'est intéressant. Donc ouais, en salle, salarié ou pas, ouais. Coach à domicile. Où là, ouais. Bah, par contre, beaucoup de taf comme un commercial, en fait, beaucoup sur la route. C'est ça. Maintenant, on peut en parler aussi officiellement à distance. Il y a des gens qui font que ça, du coaching en ligne, tu vois. Alors ça peut être un peu trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dit comme ça, que ça fait un peu argent facile. Ouais. Je suis chez moi, je te regarde faire tes tractions dans ton salon, avec ta barre, je te regarde soulever tes poids et je te dis, bah, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça, et boum, je prends X euros pour le conseil, pour, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le danger des réseaux sociaux aujourd'hui aussi, où alors je pense qu'il y a se lancer, quoi. Ouais, il y a du pour et c'est du bien contre. Et en même temps, exactement. Donc la problématique c'est ça, c'est qu'un peu tout le monde pourrait se lancer. Comme on en a parlé rapidement tout à l'heure, en France, tu as besoin d'un diplôme. Tu bascules en ligne, t'es pas avec la personne, et on parle d'assurance et tout. T'as donné des conseils finalement contre rémunération. Je pense que c'est un peu le problème de la personne. Bon, moi, écoute, je me suis jamais penché sur la question. Je suis diplômé, donc en France, je peux bosser comme je veux, et dans le monde aussi. Pour autant, même si je pense qu'il y aurait peut-être des équivalences à passer en fonction du pays dans lequel je me trouverais, mais là aujourd'hui, tu vois passer des trucs aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le terme coach, parce que moi, à mon époque, quand on parlait de coach, on parlait d'un mec ou d'une nana qui coach, c'était sport. Il y avait pas, t'étais coach quoi. T'es coach. Tu te bailles dans la rue, j'ai rendez-vous avec mon coach, on savait que tu allais faire du sport. Là, aujourd'hui, il y a des coachs pour tout. Tu vois, tu as un coach pour la finance, tu as un coach pour ton bien-être avec ta communication avec ton chat, t'es coach. Il y a des trucs qui s'appellent diplôme de coach, tu vois. Et coach de quoi, on ne sait pas. Diplôme de coach. J'ai passé un diplôme de coach. On ne sait pas ce que tu coaches. La formation, un gros business. Très particulier, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ce terme maintenant. C'est aussi pour ça que je reviens plus à te dire, je suis préparateur. Si je prépare les gens physiquement, c'est ça mon boulot. Et je parle de ça parce qu'au final, tu vois, en ligne, tu peux avoir ça. Des gens qui sortent de nulle part. Tu peux avoir des gens très très bien là-dedans, qui sont passionnés, qui sont férus de discipline, qui s'entraînent bien, qui s'entraînent fort et qui sont ultra formés, aucun diplôme, enfin ultra renseignés, documentés, aucun diplôme, très bien faire leur boulot. Et d'autres qui justement tombent par hasard et disent avec tout ce qui se voit sur les réseaux, bah du coup je vais être coach, c'est pratique, j'ai pas à me déplacer, je fais tout en ligne et il y a que j'ai juste mon RIB à donner et tac ça va tomber. Par contre, le bon côté, c'est aussi que à aujourd'hui, on est quand même dans une société où les gens, ils ont pas beaucoup de temps. Les gens, ils ont pas le temps, mec, ça c'est une réalité. Les gens, ils ont pas de temps. Il y a beaucoup de choses qui sont très chères à droite, à gauche. Le coût de la vie, il a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, le fait de payer des fois la salle, plus
un coach en plus dans la même salle, des fois ça peut te revenir plus cher que d'avoir un abonnement dans une salle plus lambda ou moins chère ou associative, et de prendre un coach qui peut être que tu connais que en ligne. Tu as aussi la contrainte horaire. Si tu as un mec ou une nana qui te coach en ligne, tu peux avoir ton entraînement quand tu veux. Tu peux t'entraîner à 5h du mat, à midi, à 17h. Le mec t'a envoyé ton truc. Tu sais ce que tu vas avoir à faire. En fonction de comment, moi, dans mon cas, je fais beaucoup de coaching à distance maintenant, mais ça reste de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de retour. J'échange avec mes clients. J'appelle des clients, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours dit ça. Je parle pas d'athlètes forcément, c'est un autre sujet, mais beaucoup de clients, tu vois, c'est réel, c'est ma clientèle, c'est comme ça que ça s'appelle. T'as raison. Moi, tu vois, j'échange beaucoup, donc c'est du vrai coaching. Il y en a d'autres qui font plutôt uniquement de la programmation sans forcément avoir des retours. Donc un programme que tu vends et après la personne elle se démerde et tu sais pas, elle se débrouille et tu sais pas forcément ce qu'il va faire derrière et du coup tu fais plutôt de la quantité. T'as un programme, c'est le même pour tout le monde. Programme pour les abdos, programme pour être en forme, programme pour... Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est grosse mode aussi, hein. Exactement. Je vends mon programme. Il y a du pour et du contre aussi, tu vois, si moi je suis... je vais très peu dans les salles de fitness classiques, des salles de musculation classiques, je vais très 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 peu. Quand je me retrouve à y aller, souvent quand je suis en déplacement ou je suis en voyage, je vois des choses que j'imaginais même plus maintenant, mais je vois des gens qui sont perdus, tu vois, qui arrivent là-dedans et qui savent pas quoi faire. C'est une bonne chose si tu t'achètes un programme, même un programme qui est très lambda. Finalement, au moins t'arrives, t'as ton truc et tu sais ce que tu vas faire. Tu perds pas ton heure, tu vois. Donc finalement, cette partie-là, elle est intéressante et moi, j'ai voulu rentrer là-dedans aussi pour pouvoir toucher des gens un peu à droite à gauche. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être là, tu vois, j'ai entraîné un joueur de hockey ce matin ça tombe comme ça, qui est de Dunkerque. Il est là pour ses vacances en Vendée. Du coup, là, on s'est vu. Mais sinon, je fais sa préparation physique à distance et ça me permet du coup d'avoir ce joueur-là. Et si lui, il veut travailler avec moi, il n'est pas en train de se dire comment je vais faire pour le voir. Je ne vais pas faire mes allers-retours, tu vois, en Vendée à chaque fois. Donc là, on travaille à distance en essayant d'avoir le même service, tu vois. Si je résume un peu ce que tu dis, c'est que, en gros, faut être hyper flexible. Faut être flexible. C'est-à-dire que ça peut être à pour distance. Moi, tu peux avec un de tes clients, tu vas le voir une fois dans la semaine et le reste du temps, ça va être qu'à distance, par exemple. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que c'est une bonne possibilité. Mais comme je te le disais, il y en a qui vont se spécialiser, tu vois, dans que à distance. Il y en a qui vont faire que du chez les gens. Il y en a à domicile, il y en a qui vont faire que en salle. Tu as plein de possibilités maintenant qu'on n'avait pas avant, tu vois. Avant, tu vois, encore une fois, ça évolue très vite. Donc moi, je te parle de 2011, 2012, 2013, quand je m'entraîne tout seul. On n'y pensait même pas encore à ça, tu vois. Moi, j'avais un prépa physique qui m'envoyait des PDF. J'avais pas de lien avec lui. Il m'avait fait un programme au départ et c'est tout. Après, je passe mon diplôme, je suis en formation. Salle de fitness, ça commence à un peu évoluer le truc, tu vois. Mais encore, le à distance, c'était bizarre, tu vois. C'était encore particulier. Pareil, le coaching privé, c'était vraiment très, très peu développé à ce moment-là. C'était réservé, entre guillemets, à des sportifs au niveau ou à une élite, tu vois. Aujourd'hui, ça évolue. Les mentalités, elles évoluent aussi, tu vois. Les gens, ils sont plus attachés à leur santé quand même, tu vois, ils sont un peu plus prêts à dépenser de l'argent pour être en bonne santé, et parce qu'on évolue, on s'éduque aussi, tu vois, on entend beaucoup de choses. Mais est-ce que des fois, tu sais, c'est la multiplicité d'informations, c'est pas forcément de la qualité d'information. Non, clairement. Tu vois, clairement. On peut avoir plein de sources, plein de trucs, mais en fait, on reste perdu dans cet amas de l'immensité données, tu vois. Ah non, mais ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr. Je me pose la question de la personne qui veut se mettre au sport, qui aimerait avoir un coach, tu vois, ou un préparateur physique. Voilà. Tu vois, comment elle peut un peu démêler le vrai du faux, savoir si son gars c'est un tocard ou... Je pense pour moi, sa meilleure idée, ça serait le bouche à oreille. Pour moi, c'est vraiment le meilleur truc dans le sens où si tu connais quelqu'un avec qui ça a fonctionné, ou tu connais quelqu'un et tu te dis, cette personne-là, je trouve qu'elle est vraiment en forme. Ça me plaît, sa vie, son mode de vie et de mouvement me plaît physiquement, il a l'air en forme. Je pense que c'est une bonne idée de lui poser la question s'il a un coach et qui sait comment il fonctionne. Après, se documenter, c'est bien, il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça qu'on parlait de diplôme. Il y a une époque quand même où le diplôme donnait une certaine légitimité et sécurité, tu vois. Pour autant, j'ai vu des gens diplômés qui faisaient n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est comme partout. Hein, comme partout, exactement. Et est-ce que le coaching privé, la préparation physique, le coaching en salle, aujourd'hui, est-ce que... Alors, coaching en salle, on a dit, souvent des gens quand même payés au SMIC ou pas loin. Peut-être que ça a évolué. Peut-être que ça a évolué. Il y a des chances, mais je suis pas sûr non plus parce que tu vois, aujourd'hui, c'est quand même l'avènement des grosses enseignes sur les salles de sport et de musculation. Leur objectif, c'est de pas avoir de coach dedans, tu vois, ou très peu. C'était là pour faire de la location de matériel, tu vois, et toi, tu viens, tu payes un abonnement, mais c'est pour le matériel, pas pour le coach que tu vas avoir, tu vois. C'est aussi pour ça, on revient encore dans l'autre sens, mais il y a trop de trucs à dire. Mais toi, par exemple, toi, en tant que coach perso,
si on devait lisser à l'année, Ouais. ce que tu peux te sortir. Alors après, on a dit c'est en dents de scie, en fonction, Ouais, etc. Combien toi, c'est pas un salaire du coup, parce que c'est Ouais. un chiffre d'affaires, etc. Ouais. Et une fois que tu as payé toutes tes charges, tous tes frais de route et tes compagnies, Ouais. combien toi tu peux te sortir dans ta poche? Après, ça va être ton cas à toi, hein, mais je dis pas que c'est le cas de tout le monde, de tous les préparateurs physiques, mais. Dans ma poche, je ne veux pas forcément te donner des chiffres, tu vois. Ou une hyper fourchette, précis, tu mais vois. Si tu prends la grande majorité des coachs sportifs, tu vois, en règle générale, je pense. C'est difficile pour moi de parler pour les autres, mais je pense quand même que la grande majorité, si tu veux des chiffres, doit tourner peut-être aux alentours des 2300 € peut-être par mois. Doit être dans ces eaux-là. Coach, coach à son compte, on va dire. Ouais, je te donne une fourchette que je sors un peu sous ma casquette là, mais je te fais une estimation par rapport à ce que je peux discuter un peu à droite à gauche, ce dont tu peux discuter à droite à Après, tu gauche. sais, c'est pas choquant. Le salaire médian en France, Ouais. il me semble, c'est 2200. Ouais. Après, ça se saurait. Hein. Si tout le monde vivait comme Ouais. les rois du pétrole à 10 000 € par mois. Il y en a très peu en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que il y en a bien sûr, mais en fait on te fait beaucoup miroiter, tu vois maintenant avec les réseaux et tout, que c'est ce que tu vas gagner en étant coach sportif. Pour arriver là, le travail il est immense. Vraiment immense, c'est un truc de fou et il faut en être conscient que ça rogne beaucoup sur ta vie perso, privée. Par rapport aux horaires, notamment, tu veux Par dire? rapport aux horaires. Sauf si tu fais du que à distance. Mais que à distance, tu as d'autres problématiques, tu vois. C'est pareil, que à distance, ça peut être pour certains un Eldorado. Le fait de bosser à distance fait que du coup, tu t'arrêtes T'as jamais pas de charge. vraiment. Puis t'as pas de Tu n'as charge. pas de après charge, aussi. mais par contre, Pas au de niveau frais de ton investissement perso, tu t'arrêtes jamais vraiment. Parce qu'on peut dire aussi, ça peut faire rêver en disant, le mec, il peut bosser de partout, c'est incroyable, tu vois, il a pas de charge et tout. Ok, tu peux bosser de partout, mais du coup, tu n'as pas de calendrier non plus et tu vas devoir bosser tout le temps aussi, tu vois. Donc, de partout, qui peut être une destination de rêve, mais toi, en fait, il faut que tu bosses. Donc, du coup, tu n'es pas là pour profiter, tu es là quand même pour bosser. Donc, le contexte est cool, mais il faut que tu bosses, tu vois. C'est un truc que je peux vivre aussi, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que je fais beaucoup de coaching à distance, on l'a dit, tu vois, c'est une grosse partie maintenant de mon boulot aussi. Pas 100% du tout, mais ça en fait partie quand même. Donc, la préparation des séances, elle est là, les retours avec les gens, elle est là. Je peux bosser de partout. Caché, ouais. Je peux bosser de partout, mais par contre, quand tu arrives dans une destination qui est cool et tu te dis, là, c'est cool parce que, entre guillemets, je peux être en vacances et quand même bosser un petit peu, tu vois, j'ai pas abandonné tout le monde. Mais en fait, là, pendant que tu dis, j'ai trop envie d'aller à la plage, là, en fait, t'es dans une belle destination, mais toi, tu bosses, tu vas quand même bosser, tu vas quand même faire tes 4 heures sur ton ordi, tu vois, à préparer les séances, à faire les retours. Donc, t'es quand même, et ça va être ça, le coaching à distance, t'as pas réellement d'arrêt, sauf que tu te fixes des règles. T'es un peu obligé d'être un peu tout le temps sur le qui-vive par rapport au retour qu'on va te faire, si tout est bien carré, du lundi au dimanche, tu vois là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime bien montrer un peu l'invisible du métier. On Ouais. parlait tout à l'heure, le gars en salle qui va faire finalement beaucoup de commerce, le ménage et compagnie. Ouais. Le préparateur physique, coach Ouais. perso Ouais, comme ouais, toi. ouais, La prépa, ouais. des programmes, des séances. Ça se prend beaucoup de temps, ouais. Ça prend. Imaginons, tu coaches quelqu'un pendant 1 heure. Ouais. T'as J'ai eu 1 heure combien de de temps? préparation. Ah ouais. Ouais, quasiment. Alors en fait, du coup, bon, je te dis ça, c'est. Après, c'est comme les profs. La première année, on prépare beaucoup de cours et puis après. En fait, on finalement, peaufine. tu vois, la qualité. C'est pas non plus c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps à préparer ta séance que t'es meilleur qu'un autre. Si jamais t'es très fort et justement t'es un ponte dans ton domaine, ça peut te prendre 10 minutes et on peut dire c'est naze, il a mis 10 minutes à faire ma séance. Si le mec c'est un ponte, justement, son génie c'est que aujourd'hui il peut prendre que 10 minutes. Il a ses 50 années derrière lui qui font que son bagage fait que maintenant ça lui prend que 10 minutes. Ouais. Mais à une époque ça lui prenait 2 heures. Je te dis 1 heure pour faire un ratio général. Ça va dépendre du type de séance que je dois faire, forcément. Si la séance est une séance unique ou s'il y a une séance qui rentre dans un cycle, tu vois. Donc en fait, c'est ça qui peut être long. Et 1 heure, le ratio, c'est à peu près ça. 1 heure de préparation pour 1 heure de séance. Ça peut être beaucoup moins. Si jamais on est sur un suivi, tu vois, et que j'ai avancé sur le thème de ma séance, en fait, je vais juste aller repiocher à droite, à gauche. Il faut être conscient aussi que ce que tu as préparé sur ton papier, c'est pas forcément ce que tu vas faire le jour J. C'est-à-dire que tu peux avoir préparé un truc et être retrouvé devant la personne et elle va te dire parce que je t'ai pas dit, en fait, j'ai la cheville gauche. J'ai mal ce matin quand je me suis levé et j'ai mal au dos. Ça me fait vraiment penser au métier de professeur enseignant, hein, où on prépare C'est de le cours l'enseignement et aussi. finalement, ouais, c'est ça, Ouais. mais du perso, quoi.
Donc dans l'invisible, il y a la prépa du cours. Est-ce que après la séance, il y a de l'invisible encore, hormis dans ton cas, toi, parce que tu vas faire aussi beaucoup de quand routes. tu es en perso, le matériel à ranger. Si tu t'es déplacé avec du matériel, il faut que tu fasses la route, il faut que tu ranges le matériel. Si tu es dans une salle, il faut que tu ranges la salle. Que la personne, elle s'en va, elle prend sa douche, t'attends. Tu vois, tout ça aussi, tu vois. Une séance d'1 heure avec une personne qui est très classique. Toi, tu as préparé la séance avant. Et après, quand il s'en va, c'est ça. Tu ranges le matériel, tu regardes si tout est carré. Si tu étais dans une salle, si tu es chez la personne, le temps que tu dises au revoir, tu repars. Pour 1 heure où tu as coaché chez lui, tu as le temps de trajet, tu as le temps de se déplacer, tu as le peut-être passé 3 heures finalement. Exactement. Pour 1 heure, tu as quasiment passé 3 heures en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe. C'est pas juste 1 heure, c'est pas possible. Chose que tu n'as pas si tu fais du coaching en ligne. Exactement. Ça, par contre, ça, c'est l'Eldorado. C'est pour ça. Investissement, le matos, qui peut coûter très cher. Quand aussi. tu fais du coaching privé, le matos, c'est ça. Si t'es dans une salle, tu vas avoir des charges, ou alors c'est ton matos que tu ramènes, donc tu as ton matos. Les clichés du métier. Ça m'intéresse. Clichés sur les coachs sportifs, coach en salle. Alors, le mec un peu qui se la raconte, qui a des gros biceps, qui se fait draguer, qui drague. J'allais dire ça, c'est ça ce qui est à la vie dure un peu. C'est ça aussi, tu vois, un mec qui coach. Peut-être à une aura, entre guillemets. C'est pas un truc dont je me rends trop compte, mais on me le dit, tu vois. Ah ouais, mais les mecs qui coachent, c'est les mecs qui vont draguer, tu vois. Ou ah ouais, mais la nana, elles doivent t'écrire tout le temps. Même si t'es dégueu, au final, le fait d'être coach. la position, la posture, quoi. Ouais, tu vois. Ça peut être ça, tu vois. C'est vécu ça peut être ça. C'est vécu pas dans mon cas à moi. Par contre. J'ai pu entendre des trucs, tu vois, pas forcément cool, de coachs qui se servaient un peu de ça, je l'ai entendu. Et ça, c'est un truc qui me touche parce que qui me touche beaucoup même. Ça salit la profession même. Exactement, ça salit 100% la profession, tu vois. C'est un sujet dont on a parlé assez récemment avec d'autres personnes, tu vois. Moi, je vais coacher des femmes. Moi, mon objectif, c'est de les faire progresser sur leurs objectifs d'entraînement, tu vois. Si elle vient, et moi, j'ai besoin qu'elle me fasse confiance à 100% par rapport à ce qu'elle va donner, donc dans son intensité, dans son implication, dans son émotion, tu vois. Moi, j'ai besoin d'émotion quand tu vas venir t'entraîner avec moi. C'est ce qui va te faire progresser. Si jamais tu viens en te disant « Ah putain, le mec, s'il me place comme ça, c'est parce qu'il va vouloir me draguer » ou que justement, peut-être que je vais avoir tu vois, ou son conjoint, son mari se dit je suis pas trop rassuré, tu vois, quand on va s'entraîner avec lui parce que, je sais pas, tu vois, est-ce que des fois, quand ils vont s'écrire après en parlant de la séance sur les courbatures ou quoi, ça peut pas déraper, est-ce qu'ils vont pas se voir, tu vois. Ouais. Et donc ça, quelqu'un qui est un mec ou une nana qui profiterait de son statut pour justement rentrer dans les détails plus perso, ça nous flingue en fait. Donc ça, c'est peut-être une caricature, tu vois. C'est les clichés du métier. C'est un cliché, s'il est arrivé là, c'est que ça a dû arriver, et ça doit arriver. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas possible, tu vois. C'est pas entendable, c'est pas défendable, tu vois. Parce que c'est ça. Parce qu'on a besoin des mecs qui choisissent cette voie pour sévir. Enfin, c'est triste, hein, mais c'est... Je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un cliché. C'est un cliché. Et donc, si c'est un cliché, c'est que ça a dû arriver, tu vois. Après, ça peut arriver parce que c'est des métiers où, vu que tu es au contact des gens, ça peut venir plus facilement. C'est sûr que le gars qui est couvreur toute la journée, il a moins contact tout seul. Avec, voilà. Exactement. Rien à voir. Pourtant, c'est pas possible qu'il rencontre sa cliente quand il descend faire le devis. Ouais. Mais il y a moins de chance, on va dire, statistiquement. Statistiquement, c'est une certitude. Tu croises, surtout quand tu travailles dans une salle, tu croises des centaines, des milliers de personnes, tu vois. Enfin, ça, c'est aussi un truc de fou. Il faut en être conscient, ça. Quand tu es en présentiel, en tout cas, quand tu es avec les gens, face aux gens, tu croises un nombre de personnes. Ça me fait penser à un coach que j'avais eu de CrossFit qui avait dit moi, le week-end, je m'enferme, je reste chez moi tranquille. Toute la semaine, je vois du monde, j'en peux plus, quoi. Quand la semaine, elle se termine, c'est épuisant. Ça, c'est une réalité aussi. Sur le week-end, sur les soirées aussi. C'est moi, des fois, je rentre chez moi, j'ai eu de la musique toute la journée dans les oreilles, très forte. Très fort, ouais. J'ai eu toute mon attention et de mon énergie, comme on disait tout à l'heure, qui a été donnée pour les gens, pour qu'il y ait ton attention, pour que les gens ils bougent bien, pour qu'ils se blessent pas, pour qu'ils progressent. Ça, c'est énergivore à fond. Des gens qui sont venus me poser des questions, qui m'ont fait avoir des émotions dans tous les sens aussi, tu vois. T'expliques un truc, tu te sens pas écouté, ça devrait pas arriver, mais ça peut arriver. Tu vois, tu te sens pas écouté, la personne, elle est hyper contente d'être là, elle est avec des amis autour d'elle. Je dis elle, mais la personne, tu vois. Le gars, pareil, il est avec des potes, tu vois. Du coup, il te pose une question, tu lui parles, mais là, en fait, finalement, il
est en train de parler un peu à droite à gauche, il a zappé un peu ce que tu lui avais dit, tu lui donnes une consigne, finalement il l'a zappé, ou tu donnes... et ça, c'est énergivore de fou, tu vois. Et donc, du coup, quand tu as passé une journée comme ça, où on va te poser une question, tu lances le truc, tu t'expliques à la personne, et au moment de partir ou de faire l'exercice... Là, c'est plus le côté cours collectif. Cours collectif, mais en perso, oui, cours collectif avec les gens. En perso, ça peut aussi arriver. Ouais. Plus fatigant, c'est sûr. Enfin, plus fatigant, je sais pas, c'est différent, tu vois. Quand tu es tout seul avec une personne, tu donnes vraiment ton 100% pour la personne. Ouais. Bah, y a pas de triche. Y a pas de moment off sur une heure. Enfin. Mais par contre, dans tous les cas, cours co ou perso, ça peut aussi arriver que t'expliques un truc de A à Z, tout se passe bien au départ, et finalement, il faut qu'on change. Ça n'a pas fonctionné comme tu le pensais au départ. Il faut que tu changes tout. Donc là, il faut que tu aies des ressources tout de suite, tu vois. Il faut que tu trouves la solution. Tu changes l'exercice, tu changes le mouvement, le nombre de répétitions, la tension, elle est pas bonne. Il y a un truc qui va pas. Ce que tu avais prévu, ça va pas. Donc là, il faut que tu changes et que tu rajustes. Ça prend de l'énergie de dingue aussi. Et donc, quand tu as passé une journée entière comme ça, quand tu rentres chez toi, tu plus envie de donner. Tu vois, en fait, tu as envie qu'on te laisse tranquille. Ça arrive souvent, tu vois, parce que tu donnes beaucoup en fait, carrément, tu vois, je me retrouve là-dedans, tu vois, t'as des moments où c'est important aussi, t'as besoin d'avoir une bulle où il y a rien, tu recharges, exactement, tu recharges, donc chacun a ses recharges un peu comme il veut, hein, tu vois, mais aller respirer au grand air, tu vois, prendre un peu de nature quand t'es tout le temps dans des salles, tu vois, avec des lumières artificielles, quand t'es tout le temps avec de la musique, avoir du calme, avoir juste de la nature, de l'air un peu qui passe sur toi, et qu'on te parle pas forcément, tu vois aussi. Hyper important ce que tu dis. Les choses un peu qu'on ne se rend pas compte qu'on fait pas ce métier. En tant que sportif, c'est vrai que tu y vas pendant 1 heure ou 2 dans ta journée et tu rentres chez toi, quoi. Et tu dis qu'ils font un métier de dingue, c'est incroyable. Exactement. Bonne énergie, trop bonne humeur. Tous les gens qui viennent les voir, ils sont trop contents d'être là. Le cadre, il est trop bien. Moi, j'adore le sport. Putain, le mec, il est toute la journée dans la salle de sport, mais c'est le kiff. Donc sur le papier, oui. C'est réel, je suis pas à l'usine, je vais pas égorger des cochons tous les matins, c'est sûr, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour autant, tu es là pour faire ton boulot, donc en fait tu l'oublies assez vite. Oui, tu as des conditions de travail, c'est top, tu es dans une salle que tu aimes bien en plus, c'est extraordinaire. Par contre, c'est ça, c'est que tu vois pas beaucoup le jour, en fonction de là où tu coaches, tu vois. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien me déplacer maintenant et que je le fais beaucoup à droite à gauche, parce que j'ai besoin d'avoir des univers différents aussi, j'en ai besoin aujourd'hui, de pas être... J'ai été des moments où j'étais beaucoup dans la même salle, tu vois, notamment à la boxe de CrossFit, tu vois, et c'est des moments où je me suis rendu compte que finalement j'avais besoin de choses différentes parce que et c'est répétitif, peut-être. Exactement, répétitif. Les consignes finalement c'est beaucoup les mêmes finalement qui vont revenir. Alors, on va parler un peu du CrossFit sur la fin, si mais le CrossFit en plus pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros il y a un entraînement prédéfini et tu fais le même fois 7, 8, 9 groupes. Chaque heure toute la journée. Donc c'est vrai que t'es en mode magnétophone toute la journée, quoi. Exactement. L'avantage, c'est que c'est tellement technique que du coup tu dois... C'est pareil si ça ne l'était pas, mais c'est pas comme une récitation que d'un cours co sur une estrade. À chaque cours, tu as des problématiques différentes. C'est ça aussi qui est super énergivore. Tu peux le comparer avec un mec sur une estrade qui va donner son cours. Sa difficulté, c'est qu'il doit faire le cours en même temps qu'il va parler et pas oublier sa choré et être en forme pendant qu'il va le faire pour que tout le monde bouge bien. Pour autant, si les gens ils bougent mal, il va pas forcément aller le corriger. Nous, notre problématique, c'est d'être capable de s'adapter à chaque heure à un public différent avec des mouvements qui sont très techniques. En tout cas, je dis nous parce que je coach encore le CrossFit beaucoup. La problématique, c'est ça, c'est que chaque heure, tu as le même cours, mais en fait, tu peux pas faire copier-coller sur toutes les heures. Tu dois l'amener différemment à chaque heure. C'est ça la beauté du truc, mais c'est aussi ce qui est fatigant. Donc du coup, énergivore. Si tu fais mal ton métier, tu fais un copier-coller à chaque fois. Et quoi qu'il arrive, tu fais la même chose. Si tu fais bien ton métier, tu t'adaptes au public que tu vas avoir et aux questions qu'on va te poser et à l'heure à laquelle tu vas avoir les gens aussi. C'est pas du tout pareil d'aborder un public qui arrive et qui fait sa première heure. Il est 9h du matin et on est bien. Des gens qui sortent du boulot le midi et qui sont là sur la pause et qui retournent bosser après. Et des gens qui vont terminer leur journée par ça. C'est pas la même chose, c'est pas la même énergie que tu dois apporter, c'est pas les mêmes consignes que tu vas apporter, c'est pas la même intensité que tu dois redonner. Et tu vas pas les pousser dans les mêmes zones non plus, même s'ils font sur le papier le même entraînement. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc du coup, ça, si t'es pas capable et tu as pas pensé avant de faire ce métier et que t'es pas capable de t'adapter à ça, faut le savoir, ça c'est important aussi, mais c'est pareil en perso, hein. Il y a toujours l'idée qu'on se fait du métier et puis la réalité où les contraintes elles arrivent. Pour résumer, ça fait suite, tu vois, à ce qu'on est en train de dire, c'est que avec quelqu'un comme toi qui me pose des questions sur moi, c'est assez rare, tu vois. Moi les gens, je suis là pour eux, donc c'est assez rare qu'on me pose des questions à moi sur mon profil à moi, tu vois. Et moi, je suis très souvent seul, en fait. Donc, du coup, métier de solitude. 100%, il faut en être conscient. C'est-à-dire que c'est un métier où tu rencontres beaucoup de monde.
tu croises des gens, donc on l'a dit, d'échange, tu vois, de communication. Mais toi, dans ton rôle à toi, tu n'es pas au sein d'une équipe. En tout cas, quand tu fais du coaching comme moi, je le suis dans la box de CrossFit, mais assez peu. Donc, j'échange par rapport aux Peu de collègues. Ouais. Peu de collègues. Et quand tu veux échanger sur un cas en perso où on parlait du coaching à distance, tu veux échanger où tu as vu un truc, ou tu as un truc que tu veux communiquer, à qui tu veux en parler? À personne, tu vois, ou à ton conjoint, ou à tes potes. Mais tes potes, en général, ils s'en foutent. Et ton conjoint ou ton conjoint ou ta conjointe... on n'est pas loin aussi, tu vois. Quand tu as la possibilité, ça dépend de ton profil, mais dans mon cas, moi, quand j'ai la possibilité, quand on me pose des questions sur mon métier et que la personne, je sens qu'elle est intéressée, elle veut vraiment savoir, elle peut vite parler dans tous les sens parce que c'est des trucs que je fais jamais, en fait, tu vois. Expliquer tout ça, tout l'enfer du décor, on n'en parle jamais, tu vois. L'envers du décor, pas l'enfer du décor, attention. T'as entendu l'enfer? J'ai peut-être fait un lapsus quand même. mais c'est ça, moi, qui m'intéresse dans cette émission, c'est vraiment mettre... tu vois, sur ce qu'on voit pas. Il y a des trucs qui pour moi sont un enfer, tu vois, en vrai, c'est pour ça. Genre, le fait de la partie administrative, moi, c'est un enfer. Moi, je déteste ça, tu vois, complet. Mais t'es obligé de le faire, ça, c'est obligatoire. Faut en avoir conscience. La partie commerciale, je le mets pas dans la case enfer, parce que, bon, c'est OK pour moi, mais à la base, c'était pas ça que je voulais faire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui vient du sport d'équipe, et ça, ce qui est dur pour moi, donc... peut-être que je peux le rentrer dans la case enfer, tu vois. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Le fait d'être seul et pas dans une équipe, ça, c'est un truc qui est dur pour moi, vraiment. C'est pour ça aussi que je peux partir dans tous les sens et si je me sens bien avec la personne, parler très longtemps de mon métier. Et c'est ça qui est des fois un peu plus dur, tu vois. Les gens pensent savoir. Tu sais, on parlait des salaires tout à l'heure, du train de vie, peut-être des gars qui coachent, des nanas qui coachent, tu vois, il y a beaucoup d'a priori là-dessus peut-être que les gens se disent qu'on gagne beaucoup d'argent et qu'on a un train de vie de dingue. Je redis, tu vois, comparativement au travail et à l'acharnement que tu dois mettre et aux contraintes que tu as, c'est minime. Et justement, donc pour résumer sur tout ça, parce que c'est pas le même train de vie pour tout le monde, j'imagine, non. Mais on va dire principalement le gars qui est en salle, qui fait sa journée classique, qui peut finir tard le soir. Ouais. Il peut être dans sécurité par rapport à son salaire. Salaire, exactement, toujours le même. Salarié, etc. Exactement, contrainte, c'est... Il peut faire peut-être quelques programmes en plus des fois, ça dépend des contrats, on va dire. Ouais. Le coach plus personnalisé après, comme toi. Et après le coach à distance qui est encore... En fait, tout ça, c'est peut-être, ça peut être combiné, ça peut être un peu dans les trois. Il y a peut-être... Moi, je suis un peu dans les trois, tu vois ce que je te disais, tu vois. Moi, c'est beaucoup combiné, c'est pas pour tout le monde. Combiné, c'est pas pour tout le monde. C'est la question que je voulais poser, justement. Pour toi, quelle qualité il faut pour être coach sportif? Je mets ça dans la grande bulle, coach sportif, même si dedans, il y a plusieurs tiroirs. Encore une fois, pour moi, c'est... aimer les gens et avoir envie de transmettre des choses. Et c'est à pas confondre avec aimer donner des conseils. Tu vois, oui, je sais carrément. C'est pas la même chose pour moi. Et pour moi, pour être bon dans ce métier, ce qu'il faut aimer, c'est échanger et aimer comprendre les gens. Parce que pas tu fais juste que aimer ça. le sport. C'est un métier d'empathie. Tu fais que ça. Donc du coup, il faut comprendre les gens. C'est ça. C'est pas juste aimer le sport et c'est pas donner des conseils sur ce que t'aimes bien faire toi. C'est faire évoluer la personne en fonction de ses problématiques. C'est ça le truc. Donc tu as ta patte, forcément. Tu as tes standards. Faut que ça colle des deux côtés. Tu peux très bien... les gens peuvent ne pas aimer ce que tu fais parce que... Voilà, mais pour X ou Y raison. Donc faut que tu aies quand même ta ligne directrice et que tu ne perdes pas. Faut pas que tu te travestisses. Pour moi, c'est sûr et certain. Et par contre, c'est ça le truc. C'est qu'il faut aimer les êtres humains et les faire évoluer et transmettre pour les bonnes raisons, tu vois. C'est pas je veux me donner de l'importance. Quel métier, toi, t'aimerais découvrir Quel métier dans ce podcast, découvrir dans ce podcast sur lequel tu as plein de clichés en tête et tu te dis... T'as fait banquier récemment, moi ça m'a intéressé beaucoup ça. Parce que j'ai un paquet de clichés. Pourtant j'en côtoie beaucoup. Ben, maintenant que tu le dis, tu vois, bâtiment, pourquoi pas. Je triche un peu parce que j'entraîne quelqu'un qui a des objectifs sportifs et qui est carreleur. Donc on échange beaucoup. Hyper intéressant. Ouais, on échange beaucoup sur son métier parce que je suis curieux. Après, moi, c'est une de mes particularités, c'est que les gens que j'entraîne en perso, je prends beaucoup de temps à échanger avec eux. Mais ça me permet, déjà parce que je suis curieux, j'aime bien savoir qui ils sont. Ouais. Ça m'aide beaucoup sur comment je vais driver mes entraînements, tu vois, par rapport à ce qu'ils vivent dans la journée, les contraintes et puis comment ils sont.
C'est un métier qui est difficile. Ça C'est un métier use. qui est difficile. Ah, Donc moi, ça m'intéresse. En plus, comme je suis très nul dans ce domaine-là, je prends des infos et ça m'intéresse en vrai. Donc Ouais. du coup, voilà. Le Donc, carreleur, ouais. ça t'intéresse? Mais en vrai, tu me donneras le contact du gars. S'il Bah, est en chaud, il est du coin? Ouais, il serait sûrement chaud. Ah, mais en vrai, tu me passes son contact. Carreleur, c'est Mais du dur coup, à trouver. en fait, c'est marrant parce que je te dis ça parce que tu vois, métier du bâtiment, ça peut m'intéresser parce que donc lui, il est à son compte. Donc on a des contraintes communes, tu vois, mais il y a aussi des trucs en discutant où je me dis ah putain, mais j'avais jamais pensé à ça, tu vois, ça peut paraître logique pour certains, mais ça ne l'était pas pour moi, tu vois, sur un devis, prendre en compte le calculer, c'est tout bête, tu vois, mais calculer la colle, la densité, tous ces trucs-là, tu vois, pas se planter sur la commande que tu vas faire au fournisseur, pas avoir un carré de trop ou de moins pour que tu rentres dans les clous, tu vois. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui avant étaient... Je pensais pas, je m'en foutais. Mais finalement, en discutant, tu vois, je trouve ça cool. Louis, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci également à tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister. N'hésitez pas à vous abonner et partager l'émission si elle vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, si vous pensez que votre métier est méconnu et qu'il gagnerait à l'être, ou alors que votre quotidien n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de votre métier, contactez-moi sur mes réseaux.